Bonjour à toutes et à tous. En tant que futur manager, vous allez voir que l'impôt est partout. Mais au fond, qu'est-ce que c'est, un impôt, d'un point de vue purement juridique? C'est la question fondamentale à laquelle on va répondre aujourd'hui de manière simple et structurée pour que vous maîtrisiez parfaitement cette notion qui est, vous allez le voir, absolument centrale. Pour y voir clair, on va procéder en 4 temps. D'abord, on va poser la définition juridique de l'impôt, la vraie, celle d'Emmanuel. Ensuite, on verra ce qui le caractérise, ce qui le rend unique. Puis, on essaiera de mettre un peu d'ordre dans la jungle des impôts en apprenant à les classer. Et enfin, on regardera comment ça marche en pratique, de la théorie jusqu'au paiement. C'est parti. On commence donc par la base de la base. En droit, vous le savez, tout commence par les définitions. Les mots ont un sens très précis. Et pour comprendre le droit fiscal, il faut absolument maîtriser sur le bout des doigts la définition de l'impôt. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, avant que je vous donne la définition académique, réfléchissons 2 secondes. Spontanément, comme ça, si on devait définir l'impôt, quel mot viendrait à l'esprit? Obligation, argent, État, contribution? Ok, gardons ça en tête et voyons comment le droit met tout ça en musique. La voici, la définition juridique complète, celle qui fait autorité. Alors oui, elle a l'air un peu dense, un peu indigeste, je vous l'accorde, mais croyez-moi, chaque mot a son importance, chaque terme est pesé. C'est la pierre angulaire de toute la matière, donc on va la décortiquer ensemble. Alors allons-y, analysons ces mots-clés. Prestation pécuniaire, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on paie en argent, pas en nature, pas en service. Requise autoritairement, là on est au cœur du sujet. C'est un acte de puissance publique, ce n'est pas une négociation. Sans contrepartie identifiable, ça c'est fondamental et on va y revenir, on ne paye pas pour un service spécifique en retour. À titre définitif, une fois que c'est payé, c'est à l'État, il ne vous le rendra pas. Et enfin le but du jeu, couvrir les charges publiques. Il faut bien comprendre que l'impôt a une double casquette. Sa fonction première, bien sûr, c'est de remplir les caisses pour financer les services publics. Mais il a aussi une fonction d'interventionnisme. L'exemple de la taxe sur les logements vacants est parfait pour ça. L'objectif, ce n'est pas tant de rapporter de l'argent que d'inciter, voire de forcer un peu, les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. C'est un outil pour orienter les comportements. Bon, maintenant que la définition est bien posée, on va creuser un peu. Quelles sont les caractéristiques qui découlent de cette définition? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'un impôt est un impôt et pas un autre type de prélèvement? Il y a 2 piliers, 2 caractéristiques absolument fondamentales. Premièrement, c'est un prélèvement obligatoire, imposé de manière unilatérale. L'État décide, point. Deuxièmement, et c'est crucial, il est sans contrepartie directe et déterminée. C'est ce qu'on appelle le principe de non-affectation. L'argent que vous versez tombe dans un grand pot commun et on ne peut pas dire « mon euro à moi a servi à financer cette route ». Et là, attention, c'est un point de confusion classique. Il ne faut surtout pas confondre l'impôt et la redevance. La différence est simple, elle tient en un mot, la contrepartie. La redevance, on la paie en échange d'un service précis et identifiable. L'exemple type, c'est la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. On paie pour que le camion passe chercher nos poubelles. Il y a un service direct. Pour l'impôt, il y en a. Autre distinction très importante, l'impôt versus la cotisation sociale. La cotisation, elle, ouvre des droits personnels. On cotise pour sa propre retraite, pour sa propre assurance maladie. Il y a une logique d'assurance, un retour futur pour soi-même. L'impôt, lui, c'est différent. Il finance la solidarité nationale, le fonctionnement général de la société, pour tout le monde, sans ouvrir de droits personnels en retour. Bon, le système fiscal français, c'est une véritable jungle. Il y a des impôts partout, de toutes sortes. Pour s'y retrouver, les juristes ont inventé plusieurs manières de les classer, de les ranger dans des boîtes. On va voir les classifications les plus importantes, ça aide vraiment à structurer la pensée. Alors, une première grande distinction oppose les impôts réels et les impôts personnels. L'impôt réel, il est aveugle. Il s'intéresse à la chose, à l'opération, pas à la personne. La TVA, par exemple. Que l'on soit riche ou pauvre, on paie le même taux sur un produit. L'impôt personnel, au contraire, s'adapte à la situation de chacun, les revenus, la composition de la famille. L'impôt sur le revenu en est l'exemple parfait. Une autre façon de classer les impôts, c'est en regardant leur taux. Soit l'impôt est proportionnel, c'est-à-dire que le taux est fixe, il ne change pas. La TVA à 20%, c'est un cas d'école. Soit l'impôt est progressif, et là, le taux augmente par palier en fonction de ce qui est taxé. C'est le fameux système des tranches de l'impôt sur le revenu. L'idée, derrière, c'est de demander un effort plus important à ceux qui ont des revenus plus élevés. Et on termine avec la distinction la plus célèbre, impôt direct contre impôt indirect. L'impôt direct, c'est celui qui frappe directement la personne qui doit le payer et qui est connu de l'administration. L'impôt sur le revenu, encore une fois, est l'exemple type. L'impôt indirect, lui, est plus discret.
Il est caché dans le prix des choses qu'on achète. C'est pour ça qu'on le qualifie parfois d'indolore. Non pas qu'il ne coûte rien, mais parce que son paiement est moins visible. Il est fondu dans l'acte de consommation. Ok, on a vu la définition, les caractéristiques, les classifications, c'est bien. Mais maintenant, passons à la mécanique. Concrètement, comment ça se passe? Comment on passe de la règle de droit, de la loi, au paiement effectif de l'impôt? On va décortiquer les rouages de la machine. En fait, tout processus d'imposition suit toujours 3 étapes logiques. C'est une sorte de recette de cuisine. La première, c'est l'assiette. On détermine la matière imposable. En gros, on répond à la question « on taxe quoi ?» Ensuite, la liquidation. On applique un taux à cette assiette pour calculer le montant exact. On répond à « c'est combien ?» Et enfin, le recouvrement. C'est l'étape du paiement. Alors, pour bien comprendre le calendrier de l'impôt, il faut maîtriser 2 notions un peu techniques, mais qui sont clés. La première, c'est le fait générateur, c'est l'étincelle juridique. C'est l'événement qui, selon la loi, fait naître l'obligation de payer l'impôt. Par exemple, pour une vente immobilière, c'est la signature de l'acte de vente. À cet instant T, en théorie, la dette d'impôt est née. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut payer tout de suite. Car il y a le deuxième concept, l'exigibilité. L'exigibilité, c'est le moment à partir duquel le Trésor public a le droit de réclamer le paiement. Donc, pour résumer, le fait générateur fait naître la dette, l'exigibilité la rend payable. Parfois, les 2 moments sont les mêmes, mais très souvent, l'exigibilité arrive plus tard. C'est vraiment la différence entre la naissance théorique de la dette et son échéance pratique. Dans ce mécanisme, il y a 2 acteurs principaux. D'un côté, il y a le contribuable, qu'on appelle aussi le redevable ou l'assujetti. C'est la personne physique ou morale qui doit payer. Et de l'autre côté, il y a l'administration fiscale qui a une triple casquette. Elle établit l'assiette, elle s'occupe du recouvrement et bien sûr, elle effectue des contrôles. Pour de nombreux impôts, notamment les impôts directs, la procédure se termine par l'émission de ce qu'on appelle un rôle. Le rôle, juridiquement, c'est un titre exécutoire. C'est le document officiel qui formalise la créance de l'État et qui lui permet d'exiger le paiement. Sur la base de ce rôle, on reçoit un avis d'imposition et là, 2 options. Soit on paie spontanément, soit l'administration peut enclencher le recouvrement forcé. Et voilà, on arrive au bout de cette introduction. On a posé la définition, on a vu les caractères de l'impôt, on a appris à le classifier et on a détaillé son mécanisme. Vous avez maintenant les bases techniques. Mais gardez toujours à l'esprit qu'au-delà de toute cette technique, le droit fiscal est toujours le reflet d'un choix de société. Est-ce que l'impôt est un simple outil budgétaire pour faire tourner l'État ou un levier pour façonner la société? C'est le débat qui anime en permanence toute la fiscalité. J'espère que cette présentation vous a été utile.